Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. En effet, comme d'habitude, eh bien, j'ai lu 4 livres et comme d'habitude, je n'attends pas plus longtemps pour vous en parler, histoire que tout ce que j'ai lu soit bien frais dans ma tête, que je n'ai rien oublié et que donc je puisse vous parler fidèlement des différentes histoires et de ce que j'en ai pensé. Cette fois-ci, on a une romance, on a 2 thrillers et on a un SF fantastique. Enfin bref, vous savez bien que j'ai du mal à savoir la différence. Et eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on n'attende pas plus longtemps, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue. Et cette fois-ci, on va commencer avec la romance. J'ai lu Tropical Love de Estelle Evry. C'est de l'auto-édition. Estelle me fait confiance et m'envoie souvent ses romans. J'en suis très heureux et donc j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce livre-là. Alors, l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune dame qui s'appelle Maxine fait des études, c'est quelqu'un de très sérieuse, etc., etc. Et elle cherche un stage, et pour faire son stage, elle va s'envoler pour le Mexique. Elle veut un stage plutôt sérieux, etc. Elle se retrouve dans un hôtel dans lequel travaille Eran. Sauf que, surprise, Eran est son ex-petite amie. Ça s'est plutôt pas super bien passé. Alors ça n'a pas été le drame, ils se sont pas cassés la figure, mais ils se sont pas quittés en bons termes non plus. Et c'est pas forcément une bonne surprise pour Maxine de tomber sur Eran. Et donc bah voilà, hein, c'est un petit peu la mauvaise surprise. Euh, j'ai pas été totalement convaincu par le livre, pas totalement, ça n'a pas été une catastrophe, mais il m'a manqué quelque chose. Alors, j'ai beaucoup aimé l'histoire en elle-même, j'ai beaucoup aimé le style d'Estelle, qui est toujours aussi bon, qui est toujours aussi addictif, ça se lit tout seul. En plus, bon, il est assez petit, il fait un petit 262 pages, donc ça se lit plutôt rapidement. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on soit au Mexique, que ça sente bon l'été, que ça sent bon le soleil, que ça sent bon le sable chaud, ça nous transporte et ça nous fait voyager. Ça aussi, c'était un bon point positif. Et puis, j'ai plutôt bien aimé les personnages, puisqu'on suit aussi les collègues d'Eran et qui sont devenus ses amis et qui sont plutôt assez assez chouettes, notamment quand ils se mettent en tête de taquiner un petit peu leur ami. Là où j'ai pas été totalement convaincu, c'est c'est sur le fait qu'il m'a manqué un petit quelque chose. Il m'a manqué un petit électrochoc, un petit grain de sel, un petit oh, vous voyez, un petit événement. Il se passe des choses, il y a un schmilblick dans le bazar, si je puis dire, je m'exprime bien. Donc il y a vraiment de quoi passer un super bon moment, mais il manque ce petit, vous voyez, ce petit waouh, oh mon dieu, enfin vous voyez, il manque je sais pas comment le définir, cette petite grosse surprise, ce petit grain de sable dans la machine qui fait qu'on est complètement abasourdi, etc. C'était pas mauvais pour autant, les romances un peu plus linéaires, un petit peu plus calmes, c'est tout aussi bien, mais euh, peut-être que c'est quand on aime l'autrice et qu'on est habitué à adorer ses romans, on en attend peut-être un petit peu plus, un petit peu trop. Mais voilà, c'est ce qui m'aura manqué, mais pour autant j'ai passé un bon moment quand même et j'en garderai un très bon souvenir. Ensuite, on va parler d'un thriller et niveau thriller, j'ai lu Le jour où Kennedy n'est pas mort de R.J. Ellery aux éditions Sonatine. Pour vous dire la vérité, je n'étais pas sûre d'aimer ce roman. Alors, ça parlait de Kennedy et tout ça, donc forcément j'avais envie de le lire. Mais j'avais déjà lu un R.J. Ellery il y a longtemps.
Je ne saurais plus vous dire le titre, mais j'avais pas du tout aimé. Donc voilà, ça m'attirait parce que ça parlait de Kennedy, mais en même temps j'avais un mauvais souvenir de l'auteur et j'ai adoré. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc on est aux États-Unis, on a le 22 novembre 63 qui passe et Kennedy ne meurt pas. Et donc, on est dans ce monde parallèle, si je puis dire, puisqu'on n'a pas connu ce monde-là, où Kennedy survit au 22 novembre 63. Et donc, dans le livre, on va suivre d'un côté Kennedy, son entourage et ses trucs, ses parts d'ombre, hein, puisqu'on sait tous que Kennedy n'était pas très net, hein. Tout le monde sait qu'il avait des aventures, tout le monde sait qu'il était malade et qu'il le cachait à tout le monde. Enfin, malade, je sais pas, mais en tout cas, il avait des ennuis physiques. Et tout le monde sait que, bon, bah, son papa était louche, hein, il trempait un peu dans la mafia et tout ça. Donc, on va suivre un petit peu ça, mais ça sera pas l'essentiel. L'essentiel, c'est Jean. Alors, ça s'écrit comme l'homme, sauf que c'est une femme, c'est Jean, J-E-A-N. Qui était journaliste et son petit ami de l'époque, ils se sont pas vus pendant 20 ans, mais son petit ami de l'époque dont j'ai oublié le prénom, moi les prénoms c'est quand même une horreur, hein. Comment est-ce que je fais pour toujours oublier les prénoms? Enfin bref, le copain de l'époque, ah voilà, Mitch. Mitch apprend que Jean s'est suicidé, sauf que bah il y croit pas vraiment. Alors ça fait des années qu'il l'a plus vue, mais il sait bien qu'elle n'était pas du genre à se suicider. Et en plus de ça, sa mère lui téléphone en mode mais tu te rends compte, Mitch, ma petite fille et tout. Et donc il va enquêter et il va se rendre compte qu'il y a quand même des trucs louches. Et donc on va suivre Mitch au milieu de tout ce maelstrom, si je puis dire, entre la mort suspecte de sa copine Jean, les trucs suspects autour de Kennedy, le 22 novembre 63, un danger potentiel qui pèse sur Kennedy, une élection qui aurait peut-être été truquée, tout ça, tout ça. Et c'est juste méga trop génial. Le style était super bon, ça se lit tout seul, les chapitres sont assez courts, et puis on a plein de suspense, plein de questions, mais qu'est-ce qui s'est passé le 22 11 63, qu'est-ce qui s'est passé avec Jean, si elle n'est pas morte, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que mijote l'équipe de Kennedy, qu'est-ce qu'il a fait, à quel point il est coupable ou pas, etc. etc. J'ai été surpris plus d'une fois en plus, et puis la fin est très chouette, et elle est construite de manière qu'on vous laisse construire votre puzzle pour avoir les réponses. On vous laisse tirer vos conclusions vous-même. Alors on vous donne toutes les réponses et toutes les pièces, mais c'est à vous de les assembler. Après c'est pas très compliqué, c'est genre un puzzle avec 4 pièces quoi, hein. C'est pas, on vous donne vraiment tout clairement, c'est juste qu'on dit pas voilà c'est lui qui a fait ça et machin bidule, hein, voilà. Donc franchement belle réussite, j'ai adoré et je garderai de ce livre encore un très très bon souvenir aussi. Ensuite, j'ai lu. Alors, est-ce que c'est du fantastique, de la SF, tout ça, tout ça? J'ai lu Serpent and Dove de Shelby Mahurin aux éditions de Saxus. Je l'avais reçu en service presse et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé la fin. Voilà. Alors, d'abord, l'histoire. C'est l'histoire de Louise, qu'on appelle Lou, qui est une sorcière. Et donc on vit dans un monde où il y a des sorcières. Et à contrario, il y a des chasseurs. Et les chasseurs ont pour but d'éradiquer les sorcières. Non pas tellement parce que les sorcières, en tout cas au début du livre, cherchent beaucoup les ennuis, etc. Mais surtout parce que bah, les sorcières, c'est contre nature, c'est des méchantes, elles ne doivent pas exister, Dieu n'a pas créé les sorcières, etc., etc. Le problème qui va se poser, c'est que Reed et Lou, donc Reed est un chasseur, Lou est une sorcière, vont pour une raison ou pour une autre que je vous laisserai découvrir, devoir se marier. C'est ballot quand on est une sorcière qu'on se marie avec un chasseur. Hein?
Et donc on a toute cette histoire-là. Ça, c'est une partie de l'histoire. Parce qu'à côté de ça, on a toute une mythologie, si je puis dire, toute une histoire sur l'origine des sorcières, la construction de la société avec les chasseurs qui sont religieux d'un côté, les sorcières qui se cachent, etc. Et puis bah forcément les sorcières, les chasseurs, ils viennent de quelque part, il y a toute une histoire derrière tout ça, et donc il y a toute une, une... Alors c'est marrant parce que c'est le sujet même du livre, mais c'est plus une sous-intrigue, dans le sens où ce qui est mis en avant, c'est la relation entre Reed et Lou, et à travers eux, on suit toute l'histoire des chasseurs et des sorcières, de où elles viennent, de comment ça s'est passé il y a des dizaines d'années, de pourquoi les chasseurs sont plus puissants que les sorcières, pourquoi les sorcières se cachent, etc. etc. Et nous, pauvres petits lecteurs, on est baladés d'événement en événement, en découvrant au fur et à mesure, petit à petit, mais alors vraiment petit à petit, tous les détails. Alors, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé le style, j'ai vraiment été dedans. Alors c'est le genre de livre dans lequel on s'immerge, hein, parce qu'il est quand même assez épais, il fait 565 pages, donc on a de quoi s'immerger, et c'est vraiment aussi un livre d'ambiance, on est vraiment... En plus on est dans... Alors, l'époque dans laquelle se passe le livre n'est pas dit, mais on sent quand même qu'on n'est pas en 2020, quoi. On est bien plus tôt. Ce qui apporte aussi un petit point négatif, c'est-à-dire que on est à une époque où la femme n'a rien à dire, quoi. La femme, elle se marie avec l'homme, elle devient presque la propriété de l'homme, quoi. C'est l'homme qui la protège, c'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui... Bon, ça, à certains moments du roman, ça m'a un petit peu légèrement agacé, mais c'est pas le principal, même si c'était fort agaçant, mais c'est pas le principal. Et donc on est vraiment dans l'ambiance. Le gros point négatif pour moi, si ce n'est le côté machiste, donc misogyne, c'est le rythme. Je trouve que c'est un petit peu la même chose que pour le trône des sept mers, c'est-à-dire que il y a un faux rythme tout du long, et parfois on s'ennuie moins, parfois on tombe sur un passage épique où on est là, waouh, trop cool et tout, et parfois on se dit un paragraphe ou deux en moins, ça n'aurait pas fait de tort. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, sauf le rythme, mais à la fin ça devient vraiment épique, et ça promet des belles choses pour le tome 2. Donc j'espère que le tome 2 ne traînera pas trop, et j'espère que De Saxus le traduira et le publiera. Voilà. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est un thriller aussi. J'ai lu Complot de Nicolas Buckley aux éditions Pocket. Un thriller que j'ai énormément aimé. J'avais déjà beaucoup aimé Le Cri, mais c'est la même chose ici. Franchement, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que ce deuxième tome est meilleur que le premier. Moi, pour tout vous avouer, je l'ai terminé hier, donc je manque peut-être un petit peu de recul sur le fait qu'il soit meilleur ou pas. Alors d'abord, l'histoire, je vais vous essayer d'en dire très peu. On retrouve le personnage du premier tome qui s'appelle Sarah Geringer, et qui est donc inspectrice, et Sarah va être appelée d'urgence pour enquêter sur un meurtre qui n'est pas tout à fait banal, et qui pose beaucoup de questions. Et le meurtre en question, c'est le meurtre de la première ministre norvégienne, qui non seulement s'est fait tuer, et donc bah, c'est un peu sensible, hein, le meurtre d'une première ministre, mais en plus elle s'est fait tuer dans des circonstances un petit peu étranges. Voilà. Alors, est-ce que ce second tome est meilleur que le premier à mon goût? Comme je vous le disais, je manque un peu de recul. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai aimé au moins autant. Alors, toutes les
les qualités du premier sont à nouveau là, c'est-à-dire que c'est prenant, c'est super bien fait, c'est rythmé, il y a des surprises, on s'attache au personnage, le personnage de Sarah est juste magnifique, en plus j'étais content, on retrouve son copain qu'on rencontrait dans le premier tome, Christophe ou Christopher, enfin bref, on s'en fout. Et on la retrouve toujours aussi badass, toujours aussi fonceuse, toujours aussi... moi j'aime beaucoup les inspectrices dans les livres qui s'en foutent un peu de la hiérarchie, etc. Mais qui pensent qu'à une chose, c'est faire avancer l'enquête et ne devoir des comptes qu'aux victimes et pas à la hiérarchie. Enfin bref, j'aime bien ce mood-là. Qu'est-ce qui... et puis surtout une grosse thématique euh, vraiment principale, super documentée avec plein de détails, etc. On retrouve les mêmes défauts, c'est-à-dire que Nicolas Buckley a parfois tendance à aller un petit peu trop dans le trop, ça a tendance à être un petit peu too much, mais ce défaut est, je trouve, contrebalancé par le fait que même quand on est dans le too much, il nous surprend quand même, et donc on a, en tout cas j'ai tendance à oublier qu'il va un peu trop loin parce que je suis là, oh. Donc finalement j'oublie un petit peu ce défaut. Et puis donc finalement je trouve que ce second tome est assez semblable au premier. Là où je trouve que ce second tome est fort différent et gagne peut-être des points par rapport au premier tome et fait que pour beaucoup il est meilleur, c'est sur la thématique en elle-même de l'enquête. Alors sans vouloir vous spoiler le premier tome on est davantage avec un fou furieux, enfin des fous furieux qui veulent juste aller un petit peu loin dans la psychologie et dans le fouillage, dans le fouillement du cerveau humain, de la mémoire, des souvenirs, du passé, etc., etc. Mais ce n'était jamais que des fous furieux qui existent peut-être sur Terre, mais bon, voilà, quoi. Une niche, un truc pas important, comme des fous furieux enfin, tous les tueurs sont des fous furieux, quoi. Bon, c'est pas que c'est pas important, mais je suis en train de me piéger tout seul. Mais bon, vous voyez, c'est juste des fous furieux qui ont fait une expérience un petit peu... Dans ce second tome, la thématique, c'est le patriarcat, la misogynie, la masculinité, la mascularité maladive d'une grande partie des hommes et notre société et comment notre société a été bâtie. Et je trouve que c'est beaucoup plus impactant parce que le patriarcat, ça nous touche. J'allais dire ça nous touche tous. Je ne sais pas si je peux m'inclure dedans parce que moi je ne suis pas victime du patriarcat, mais ça touche toutes les femmes depuis toujours, depuis des siècles, depuis des décennies, depuis Mathusalem. Et donc c'est quelque chose de concret, vous voyez, c'est pas juste un groupe qui fait du mal à deux, trois pauvres victimes parce qu'ils sont complètement fous. C'est une chose qui, qui fait des victimes depuis toujours, pour en plus sans aucun... On peut même pas dire ils sont fous parce que ils sont fous, mais en même temps dans leur tête ils ont une raison parce que c'est pour aller fouiller dans le cerveau pour retrouver des souvenirs. Ici le patriarcat, il n'y a aucune raison, c'est juste des hommes qui se sont dit on est supérieur, quoi. Bon. On peut même pas dire bon d'accord ils sont fous, mais dans leur tête ils font ça parce que ça, non, c'est juste les hommes qui se sont dit oh tiens on est plus fort que les femmes, et puis c'est tout. Donc je trouve que la thématique est plus importante, plus impactante, plus importante et puis surtout ça nous parle parce que on est tous victimes du patriarcat. Alors certes, nous, hommes, on l'est beaucoup moins que les femmes, et beaucoup moins, c'est un euphémisme, mais on en est victime aussi dans le sens où euh, euh, c'est tellement dans nos gènes, tellement dans notre culture, tellement dans notre société, que nous, hommes, on n'en est pas victime dans le sens victime que ça nous
entrave. Nous, on est victime d'années, de siècles, de semaines, de mois, de jours, d'heures, que c'est tellement ancré en nous qu'on est misogyne et sexiste sans forcément s'en rendre compte, avec les blagues sur les blondes, les blagues sur les femmes, femmes au volant, mort au tournant, tout ça, tout ça. Et nous, en tant qu'hommes, on s'en rend pas forcément compte qu'on dit quelque chose de mal. Et ça tombe là, dans cette partie de vidéo, j'ai dit des trucs qui ne sont pas corrects, sans m'en rendre compte, parce que je suis un homme et que je suis victime du patriarcat et que voilà. Et donc c'est pour ça que je pense que ce second tome est meilleur que le premier. C'est que le premier c'était très intéressant, mais ça ne nous touchait pas tous, toute notre société au quotidien, dans la vie de tous les jours. Alors que le patriarcat, la misogynie, etc., s'il y a bien un truc ancré dans nos gènes, et un truc, une injustice qui dure depuis toujours et qui semble normale à tout le monde, c'est bien ça, et du coup c'est encore plus impactant le sujet de ce livre, donc voilà. Et puis personnellement, moi j'ai pas été forcément touché, euh, je, je, je pense que quelqu'un qui est vraiment sexiste, misogyne, etc., il pourrait pas piffer ce livre-là. Moi, je suis loin de l'être, donc je m'en fous. Et en plus, pourtant, il y a quand même des révélations sur les hommes. Alors, je sais pas du tout la part de réalité ou pas de certains détails développés dans le livre. Et franchement, je m'en fous. Mais il y a une révélation sur les hommes comparé à ce que les hommes sont capables et pas capables, où je me suis dit, ah bah dis donc, merde alors. Mais je fais pas partie des hommes, oui, moi homme viril, moi fort, moi machin. Donc les révélations qui sont faites, j'en ai plus rigolé qu'autre chose. J'étais là en mode, ah bah merde alors, ça explique pourquoi je suis si con. Bref, j'ai passé un super bon moment avec ce livre qui était super intéressant, qui était super prenant et qui fait réfléchir si certains sont pour le patriarcat. Ça pourrait peut-être faire réfléchir, quoique je ne suis pas sûr que quelqu'un qui soit encore pour le patriarcat en 2021 soit capable de réfléchir. Hein, voilà, bref. Et bien voilà, c'est la fin de cette update lecture, la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous ai convaincu de lire un de ces livres. Après tout, c'est le but de ce genre de vidéo. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.